Bonjour, nous sommes le vendredi 14 décembre 2018 et l'autre jour j'avais entrepris de vous écrire un billet sur le Brexit, mais vous n'avez jamais pu deviner que c'est de ça que je voulais vous parler parce que j'ai pensé qu'il fallait d'abord faire une introduction sur la collapsologie où j'allais poser la question de savoir si le Brexit est un exemple de système qui s'effondre. Et une fois que j'ai commencé à parler de collapsologie, je me suis dit qu'il fallait penser à la manière dont les États qui sont les nôtres peuvent s'effondrer. Et une réflexion m'est venue sur le fait que ce sont les contre-pouvoirs qui craqueront les premiers. Et que si un ennemi d'une nation voulait encourager son effondrement, il ferait un effort tout à fait particulier pour s'en prendre à ces contre-pouvoirs. Et un exemple qui me venait de l'actualité, c'est bien sûr les attaques qui sont portées contre les journalistes, en particulier dans les manifestations des Gilets jaunes, mais aussi en dehors de cela, parmi des partis qui se présentent pourtant comme étant des partis de type démocratique et en faveur de la survie de nos nations occidentales. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me laisser perdre en route, je vais commencer par vous dire que je parle du Brexit et je vous parler du Brexit et c'est peut-être incidemment par la suite que je vous parlerai des contre-pouvoirs et de la collapsologie en général. Vous avez dû le voir, les affaires de Madame Theresa May ne s'arrangent pas. Elle a dû faire marche arrière il y a quelques jours à toute allure devant un vote qui s'annonçait beaucoup trop défavorable sur sa proposition de formule pour le Brexit. Ça s'est transformé en un vote de méfiance, de défiance à son égard, dont elle est sortie vainqueur par une majorité qui peut sembler confortable. Mais le fait qu'il y a, si je m'en souvenir, 117 votes députés de son propre parti conservateur qui ont voté contre elle, évidemment, est un très mauvais signe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle s'est rendue compte que sa proposition de Brexit, sa formule, n'était pas du goût que si on se retrouvait bientôt avec 400 pays, 600 pays, 800 pays, les choses ne s'arrangeraient pas. On oublie les gens qui nous parlent de souverainisme, qui nous parlent voilà de rester à notre niveau entre nous, oublient qu'ils parlent au nom de pays dont les multiples provinces ont mis beaucoup de temps à s'intégrer pour produire l'unité qui est aujourd'hui la France, qui est aujourd'hui l'Italie. Les États-Unis aussi, l'ancienne URSS, mais même la Russie, c'est un ensemble de régions qui ont leurs particularités. Tout ça, ce sont l'Allemagne, tout ça, ce sont des pays qui se sont constitués à partir d'unités plus petites en essayant d'intégrer un tout. Et quand nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut absolument que nous résolvions ensemble des questions comme la disparition des ressources, comme des dangers liés au réchauffement climatique, etc. C'est pas en étant des poussières d'États supplémentaires que nous allons résoudre les choses, puisque nous devons nous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'une disparition de l'Union européenne serait une bonne chose ? Les gens qui critiquent l'Union européenne, qui critiquent l'euro, etc., c'est toujours à partir des défauts de ces choses. C'est parce que l'euro est une construction inachevée, c'est parce que l'euro est devenu une Europe des marchands,
l'Europe, la zone euro également. Mais est-ce que ça veut dire que la tentative elle-même d'intégration est une mauvaise chose? La littérature d'extrême droite nous le répète à l'infini, qui nous parle de gouvernement mondial, de complots de ceci ou de cela, bon, des complots à relents racistes divers. Non, les tentatives d'intégration sont des bonnes choses. Et s'il y a une leçon peut-être à tirer du Brexit, du vote du Brexit, nous montrer ce qu'une désintegration peut produire. Les autres, je dirais, le corps des autres des autres 27 nations essayent de se défendre contre un risque de contagion. Et ils font en front uni, ce qui est la moindre des choses. La question suivante, c'est est-ce qu'on a affaire avec ce qui se passe autour du Brexit, est-ce qu'on a affaire à un effondrement généralisé, ou bien est-ce qu'on est encore dans les limites, je dirais, des variations qu'un pays peut subir sans entrer dans l'effondrement? Et quand je parle de variations qu'un pays peut subir, je parle même de crise très très grave, comme d'une révolution du type de la Révolution française. La France a survécu à cela. Il y a même eu une tentative, voilà, aussitôt une tentative de sortie par le haut, d'intégration de l'Europe tout entière, dans des conditions qui ont fait que ça n'a pas marché et dans des conditions qui n'auraient pas été celles, je dirais, d'un régime de type démocratique, puisqu'il s'agissait de la création d'un empire par un certain Napoléon Bonaparte. Mais si on peut dire une chose en sa faveur, c'est quand même qu'il a essayé de sortir par le haut, et en particulier que le droit Napoléon, c'est quelque chose qui non seulement est toujours là, mais c'est quelque chose qui fait référence et qui reste toujours une bonne base pour partir. Alors, est-ce qu'on a affaire dans le spontané de s'en prendre en particulier aux journalistes. Il n'y a pas ce qu'on voit ici, je dirais un débat, même dans les colonnes du blog de Paul Jorion, des commentaires qui vous donnent des exemples ou des listes d'organes de presse appartenant à des gens richissimes et qui tentent de vous trouver là la preuve que les journalistes ne font pas leur métier. Non, si les journalistes ne font pas leur métier, il y a deux façons de le constater. D'abord qu'ils disent des choses fausses et le système de référence vrai et faux reste vrai malgré toutes les tentatives, je dirais, de différents efforts de propagande, de nous convaincre que la ligne serait en train de disparaître entre le vrai et le faux. Non, il y a des faits qui sont avérés, il y a moyen de dire si quelque chose s'est passé ou non. Il peut rester après quelques versions différentes sur les détails, mais sur l'ensemble, il y a moyen de se mettre d'accord si quelque chose s'est passé ou véritablement ou non. Et de ce côté-là, dans mon expérience, c'est que les journalistes font leur boulot correctement. Ils ne vous racontent pas des fadaises, ou s'il y a des erreurs, bien on met au point, on dit qu'on s'était trompé et on continue de le faire. L'autre question, c'est est-ce que les journalistes ne parlent pas de certaines choses et parce que justement il y aurait une censure et dans ce cas, ou bien une censure, une autocensure. Dont on peut absolument pas discuter dans votre pays. On le dit pas comme ça, puisqu'on cache que c'est une puissance étrangère, mais on répand dans la population l'idée qu'il y a des choses dont on ne parle absolument pas, parce que c'est caché par le pouvoir. Et
dans les cas récents, voilà, d'enquête sur les ingérences de la Russie dans d'autres pays, on peut voir que souvent les fausses nouvelles qui sont répandues le sont avec un titre accrocheur du type on nous cache que, personne ne nous parle que de, etc., etc. Et vous m'envoyez, malheureusement, certains d'entre vous m'envoyez des courriers de ce type-là. On nous cache que, on ne parle absolument pas de ceci ou cela. Et le fait est qu'on ne parle que de ça, que dans Sputnik ou RT. Donc il n'est absolument pas vrai qu'on n'en parle pas. Non, on en parle, mais on en parle à un endroit particulier. Et il y a d'autres endroits où on n'en parle pas, éventuellement parce que c'est faux. Mais il est vrai que la structure de la presse fait qu'il y a un certain nombre, il y a des cas de censure. Mais à ma connaissance, ils sont en général dénoncés assez rapidement. Quand, par exemple, Monsieur Machin, qui est à la tête d'une grande chaîne de télévision, met tout son poids pour que tel reportage n'ait pas lieu, le lendemain, sur Mediapart, sur le blog de Paul Jorion, à différents endroits, parfois même dans la presse de type absolument classique, a pris l'angle de ceci ou cela. Et il est arrivé, il y a eu un cas récemment où on m'a de fait interdit de parler de tel ou tel sujet pour la bonne cause. Et il se fait que l'autre journal dans lequel ces mêmes chroniques sont publiées, l'autre journal a publié l'information dont je parlais. Et ça n'a posé aucun problème. Alors, de ce côté-là, l'Angleterre ne va pas mal. Il n'y a pas d'attaque systématique sur les journalistes. Il n'y a pas de tentative de mettre en cause ce contre-pouvoir. Ce qui est en train d'être testé, c'est la capacité des contre-pouvoirs, des institutions et des contre-institutions, comme par exemple le Shadow Cabinet, le fait qu'il y ait en Angleterre un ministère, un cabinet ministériel parallèle créé par l'autre parti qui répond de manière systématique à ce qui est proposé par l'un ou par l'autre. Ces choses-là ont l'air de résister, jusqu'ici. Mais on voit des craquements, on voit des fêlures, et qui sont pas liées simplement au fait que les deux grands partis, travaillistes et conservateurs, sont clivés sur cette question. Parce qu'on n'imaginait pas que de tels gougnafiers arriveraient jamais au pouvoir, parce que ça paraissait exclu par le bon fonctionnement des institutions. Donc, question se pose aux États-Unis, est-il possible pour quelqu'un, en tirant parti justement de l'implicite et de l'explicite, de faire sauter le système? Jusqu'ici, là aussi, le système résiste pas mal. Les contre-pouvoirs marchent, des élections libres sont organisées. On ne parle pas de tricherie massive, mais simplement à des niveaux extrêmement locaux. Et il est possible de renverser une majorité. Même chose jusqu'ici en Grande-Bretagne. Le pays semble avoir résisté à la désorganisation qui résulte de cette très très mauvaise initiative, c'est-à-dire une initiative de désintégration, et qui achoppe justement sur un endroit
où l'intégration a été nécessaire, absolument indispensable pour que la paix s'installe. Vous pensez bien entendu au nord de l'Irlande et à la nécessité qu'on ne réintroduise pas une frontière dure à l'intérieur de l'Irlande. Si vous regardez les développements d'hier, avant-hier, tout ça, c'est toujours autour du backstop, ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire la solution à partir de l'Irlande, de l'impossibilité de faire marche arrière, parce qu'en faisant marche arrière, on reviendrait dans une situation où seraient reconstituées les conditions pour une guerre civile qui a été une guerre civile affreuse, qui a duré énormément et qui a conduit à pas mal d'atrocités d'un côté et de l'autre. On ne peut pas faire marche arrière par rapport à un certain type d'intégration. Les Britanniques sont en train de le découvrir. Cette question de l'intégration de l'Irlande. C'est ça que je voulais un peu dire l'autre jour, mais je crois que je peux le dire maintenant. On n'est pas encore, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Royaume-Uni, dans une situation de véritable effondrement. Mais si les prévisions sont exactes qu'un effondrement va avoir lieu, si on ne s'attaque pas au cadre même qui empêcherait un effondrement, qui empêcherait que ce que les collapsologues dénoncent ait lieu, il faut faire très attention. Il faut faire très attention au pouvoir en place, au contre-pouvoir et à ce que je viens de signaler cette fois-ci, la possibilité pour des démagogues de jouer sur le fait que toutes les règles ne sont pas écrites de manière explicite et que dans les interstices qui avaient été laissés là parce qu'on croyait que la décence ordinaire, que les bonnes manières allaient survivre de toute manière, qui permettent à des personnages de jouer là, ou à des démagogues sur un plan politique de parler du retour à la nation, de retour à ceci ou à cela, telle ou telle valeur, et qui ferait que, en fait, ils apparaîtraient comme les agents d'un effondrement plus généralisé qui risque à ce moment-là de devenir contagieux. Imaginons qu'au sein de l'Alliance Atlantique, où les États-Unis jouent un rôle au sein de la finance. C'est peut-être ça, et nous sommes quelques-uns, vous le savez, nous sommes une demi-douzaine qui avons prévu cette crise des subprimes. Ce que nous avions en commun, parce que nous n'avons pas grand-chose en commun, monsieur Roubini, monsieur Keane, moi-même et quelques autres, n'avons pas grand-chose en commun, sauf peut-être ça, que nous avons imaginé qu'un effondrement généralisé était possible, ce que l'ensemble des autres n'avaient pas imaginé. Pensez à monsieur Greenspan à la tête de la Federal Reserve qui en 2006 nous dit nous sommes en vitesse, nous avons atteint l'altitude de croisière et nous sommes en pilote automatique. Ce monsieur-là n'était pas prêt à parler d'un effondrement éventuel, ça n'apparaissait même pas sur son écran radar. Voilà, allez, une petite réflexion sur le Brexit et sur des choses qui sont liées au cadre dans lequel cet effondrement éventuel est en train de se dérouler.